Mesdames et messieurs, bonjour. Nous voilà encore une fois ensemble pour le 4e épisode de notre série que nous avons appelé Le bon sens. Vous venez d'écouter là, bien sûr, la sarabande de Monsieur Frederick Handel. L'épisode d'aujourd'hui s'intitule L'ensablement des Africains noirs dans les dunes du Moyen-Orient, ou l'étrange empathie. Quand on regarde la map monde, on se demande ce qui peut bien rapprocher l'Afrique de l'Orient. En vérité, beaucoup de choses, à commencer par, bien entendu, le commerce, mais aussi le commerce triangulaire, auquel le monde arabe a sérieusement participé. Pour exemple, le sultanat d'Oman du XVIIe au XIXe siècle a été l'aristocratie, entre guillemets, de l'Afrique orientale, particulièrement Zanzibar, n'est-ce pas? Si on regarde le poids ou le nombre de mots d'origine arabe dans la langue swahili, on a presque plus de doute. Des mots comme darasa, samahani, tafazali, shukrani et autres zawadi. À Zanzibar, les sultans successifs ont bâti leur prospérité sur le commerce des épices, bien sûr. C'était un carrefour du marché des épices. Ils ont bâti cette prospérité sur les épices, mais aussi, naturellement, sur le commerce des esclaves. Les Zanzibaris, pendant longtemps, un peu comme les peuples autochtones d'Afrique du Sud, les Hotentots, les Bushmen, ont été les victimes de l'apartheid installé par la noblesse omanie sur Zanzibar. C'est en 1960 que la révolution communiste va se lever et commencer à assassiner, égorger toute l'aristocratie omanie installée chez eux pour revendiquer les droits sur leur propre terre, mais les droits aussi de l'autodétermination du peuple de Zanzibar. Là aussi, encore une fois, c'est une histoire de couleurs qui tourne mal. Les blancs en haut, donc l'aristocratie omanie, donc d'origine arabe, et en bas de l'échelle, bien sûr, la population noire, les autochtones de Zanzibar. Tout ceci pour dire quoi? Tout ceci pour dire que les populations arabes et les populations du sud du Sahara partagent des choses, certaines bonnes, certaines très mauvaises. On pourrait donc penser que ce qui se passe là-bas en ce moment au Moyen-Orient concerne aussi les Africains noirs, les Africains subsahariens. Oui, c'est vrai, mais à condition que l'on regarde aussi ce qui se passe sur le continent africain d'abord. L'adage populaire que nous connaissons tous indique
que la charité bien ordonnée commence toujours par soi-même. C'est l'adage. Charité bien ordonnée commence par soi-même. Les anglo-saxons, charity begins at home. Tout ceci pour dire que les populations arabes et les populations au sud du Sahara partagent des choses, effectivement, et c'est vrai. Mais ce serait bien aussi qu'on rappelle 2 ou 3 choses. Parce que sur les réseaux sociaux, les Africains sont totalement en haut des rideaux là-bas. Enfin, c'est leur affaire, ce qui se passe en Iran. Mais rappelons 2 ou 3 choses. L'esclavage qui a drainé l'Afrique, un petit peu, c'est 30 millions d'individus qui pouvaient être considérés comme la force vitale de ce continent. 30 millions d'individus ont été arrachés à cette terre sur une période d'à peu près 4 siècles. On est d'accord sur ça. Mais parfois, quand on se regarde, on a l'impression que nous sommes aussi, en tout cas les Africains noirs, sont de très mauvaise foi d'une certaine manière. Et c'est bien dommage, parce que la mauvaise foi n'a jamais amené personne au paradis. Il ne faut pas qu'on soit de mauvaise foi. Donc, rappelons-nous néanmoins, les esclavagistes portugais qui descendent sur l'Afrique noire aux alentours du XVe siècle, ils s'appuient sur un système esclavagiste qui est déjà en place avant leur arrivée. Ça ne fait pas de mal de se le rappeler. Le documentaire qui est passé sur Arte, Le Royaume de Nzinga, le rappelle très très bien. Ça, c'est un point. Deuxième point, Pierre Savorgnan de Brazza, l'envoyé spécial, si on peut dire, de la France en Afrique, est en désaccord à Mbé quand il rencontre le Makoko du royaume Téké. Quand ils le rencontrent et qu'ils signent leur traité de protectorat ou peu importe, je ne suis pas historien, l'un des points de discorde entre Pierre Savorgnan de Brazza et le Makoko du royaume Téké, c'était le point de l'esclavage. Le roi Makoko était déjà installé dans son esclavage, si vous voulez. On va en guerre contre les voisins, on ramène des esclaves. C'était déjà installé, mais on ne peut pas effacer les choses comme ça. D'accord ? Oui, mais évidemment, je ne suis pas le défenseur de Savorgnan de Brazza, naturellement, parce que lui et les missionnaires qui l'accompagnent, moralement, ne sont pas très catholiques et ils ne sont pas très blancs dans cette affaire un peu trouble de signature. Est-ce que le roi Makoko savait lire ou pas? On ne sait pas. Ils sont assez troubles, les missionnaires et M. de Brazza lui-même. Aujourd'hui, au moment où nous nous parlons là, l'esclavage dans les sociétés africaines continue. Pas toutes, mais aujourd'hui, c'est encore d'actualité. L'esclavage et le trafic d'êtres humains, c'est encore d'actualité aujourd'hui en Afrique. Bon sang de bonsoir, est-ce qu'on va se le rappeler, oui ou non, ou on va aller s'occuper d'autres choses ailleurs, hein, comme on dit. Alors, quand nous nous regardons dans le miroir, en vérité, qu'est-ce qu'on y trouve? Qu'est-ce qu'on voit dans le miroir quand on le regarde? Est-ce que ce que l'on trouve dans ce miroir, c'est ce que nous sommes ou ce que nous souhaiterions être? La question n'est pas de moi, la question a été posée par Jimmy Cliff. When you look at your mirror, what do you see? Do you see yourself or do you see the one you would like to be? La question est tout à fait importante à poser parce que le miroir, on a tendance à ne pas le regarder. On est toujours pressé à regarder ailleurs, mais jamais à se regarder soi-même.
Et je pense que ce serait une bonne chose à faire aussi, se regarder soi-même. Sur cette question de l'esclavage, donc, des temps modernes en Afrique, tous ceux qui font du bruit sur les réseaux sociaux, tous ceux qui font du bruit sur les réseaux sociaux, eh bien, on ne les entend pas sur ce point d'esclavage dans notre propre continent. Nous ne les entendons guère. Pourtant, ils hurlent beaucoup sur les réseaux sociaux. On les entend aujourd'hui en train de pleurer sur les morts du Moyen-Orient. C'est une très bonne chose. L'empathie ne peut pas être une mauvaise qualité. C'est une très bonne chose. Mais, et les priorités, c'est important aussi. D'accord? Donc, nous voulons rappeler en même temps aussi, comment il faut dire, il y a une espèce de dissension, de dissensus entre nous, les Africains noirs, et nos frères ultramarins, tous ceux qui sont partis aux Antilles, dans les Amériques. Il y a une espèce de conflit feutré qui ne dit pas son nom. Il se passe quelque chose de gravissime, moi, je pense. Tous nos frères ultramarins qui ont fait l'expérience du passage du milieu, comme on appelle ça, the middle passage. Si vous l'avez oublié, permettez-moi de le rappeler, les frères et les sœurs antillais nous reprochent, entre autres choses, nous les Africains noirs, de les avoir vendus aux Blancs. D'accord? On les a vendus aux Blancs. C'est l'un des points de discorde, de dissension. Deuxièmement, ils n'hésitent pas, les frères ultramarins, ils n'hésitent pas quand l'occasion se présente de souligner notre hypocrisie, nous les Noirs, notre hypocrisie parce qu'on passe notre temps, encore une fois, à hurler, à parler et on chante indéfiniment la solidarité afro-caribéenne. D'accord? Nous sommes I am you, you are me. C'est ça. Nous voulons dire quand même quelque chose par rapport à ça. Les Africains noirs qui parlent tout le temps, qui parlent beaucoup, pourquoi ils mettent toujours leur bouche dans les affaires qui ne les regardent pas? Ce que l'on vient de signaler ici, la dissension entre nous et les frères et les sœurs des Antilles, c'est un problème grave. L'idée des reproches que l'on nous fait d'avoir vendu une partie de nos frères et nos sœurs, c'est une affaire très grave sur laquelle on devrait faire du bruit, beaucoup de bruit. Mais non, on va parler du Liban, on va parler de l'Iran, on va parler de Maduro, Venezuela. Honnêtement, il faut peut-être qu'on soit sérieux un petit peu. Alors, nous les Africains noirs, nous croyons malins. Nous croyons malins quand nous parlons de la déculturation des frères et des sœurs des Antilles. Nous tournons en dérision aux dernières élections législatives, nous tournons en dérision leur vote massif pour le Rassemblement national. D'accord? Nous, les Africains noirs, fiers comme nous sommes, nous pensons sérieusement, mais secrètement, que nous sommes plus accomplis, que nous sommes plus équilibrés que nos frères et nos sœurs qui sont partis là-bas aux Amériques. Pourquoi cela? Pourquoi ce type de fonctionnement intellectuel? Eh bien, parce qu'on entend.
Nous sommes très authentiques, plus authentiques qu'eux. Nous sommes mieux enracinés qu'eux dans nos cultures. Autre chose qu'on dit des frères et des Antilles, ils se croient plus français que les Français eux-mêmes. Honnêtement, personne ne sait qui sont ces vrais Français. Comment ils sont, on ne sait pas. Ce qu'ils mangent, on ne sait pas. Mangent-ils du couscous? Mangent-ils du kebab? Mangent-ils du cassoulet de Castelnaudary? On ne le sait pas. Voilà des choses qui me paraissent excessivement graves, sur lesquelles toutes ces bouches qui s'ouvrent partout sur le Moyen-Orient, les bouches de la diaspora noire africaine, rien, silence absolu. Alors, comme on dit en français, parfois, il vaut mieux être sourd qu'entendre certaines âneries, certaines inepties, certaines absurdités sur les réseaux sociaux. Les bouches sont chaudes. Au Nigeria, on les appelle les busybodies. Tous ceux qui mettent leur bouche dans les affaires des autres. Les busybodies. Alors, à tous les busybodies de la diaspora africaine noire, qu'ils me permettent de dire qu'ils gagneraient beaucoup à aller relire le texte de la franco-camerounaise Eleonora Miano qui s'appelle « Au crépuscule du tourment » ou « Tourment du crépuscule », quelque chose comme ça. Eleonora Miano. Je conseille aussi la lecture du livre de l'Ivoirien Amadou Kourouma, « Le soleil des indépendances », où on nous rappelle les choses qui ne sont pas très roses, qui se passent dans nos propres pays et qu'on ne veut pas voir. Alors on va mettre notre nez au Moyen-Orient. C'est plus simple, c'est plus facile que de regarder notre propre merde, si on peut dire. Voyez-vous, les sujets qui touchent directement la diaspora africaine noire, comme on vient de signaler, il n'y a aucun bruit sur les réseaux sociaux. Il n'y a aucune agitation. C'est silence radio sur toute la ligne. Alors, si on a choisi le silence sur toute la ligne, que font ces bouches africaines dans les affaires du Moyen-Orient? Ce sont des affaires qui ne nous concernent pas directement. Faut-il le répéter? Ça ne nous concerne pas directement. Bien entendu, il ne s'agit pas d'ignorer les tragédies qui frappent nos frères du monde. Il ne s'agit pas de les ignorer. D'accord? On le voit. On l'entend. L'actualité brûlante d'aujourd'hui est percluse de cris de douleur. Le bruit, la fureur et la violence laissent sur le carreau des femmes, des hommes, mais surtout des enfants qui n'ont jamais rien demandé à personne. L'incursion militaire de l'État hébreu dans le sud du Liban aurait coûté la vie à 60 000 personnes, dont une trentaine d'Israéliens. En Iran, en fonction des sources, il y aurait eu entre 2000 et 3400 morts pendant la guerre auquel on a assisté là, récemment. L'armée américaine aurait perdu une dizaine de soldats par manque d'informations précises, parce que les chiffres, vous savez, on utilise le conditionnel à dessein. Parce que parfois, en fonction des camps, les camps manipulent les chiffres
pour leur faire dire un petit peu ce qu'ils veulent. Mais il n'y a pas de fumée sans feu, naturellement. Mais n'en déplaise aux meutes de loups qui hurlent partout, en ce qui nous concerne, nous, n'en déplaise à ces meutes-là. Nous pensons, la mort d'un homme, la mort d'une femme, la mort d'un enfant, quelle que soit sa couleur, quel que soit son drapeau, quelle que soit sa dénomination, cette mort est toujours une mort en trop. Il faut arrêter un peu. Donc, ce n'est pas une prière, mais c'est un dégoût. Ras-le-bol des morts stupides. Nous avons ras-le-bol des morts stupides. Ras-le-bol des morts que l'on célèbre dans chacun des camps. Ah, t'as vu, ils sont contents parce que l'autre est mort. Ras-le-bol de la mort décidée par des gouvernants ivres, des gouvernants aveuglés par le pouvoir. Devrions-nous le répéter? Une mort est une mort. Il n'y en a pas une au-dessus de l'autre, de mort. Il n'y a pas une mort au-dessus de l'autre. Il n'y a pas une mort qui coûte plus cher que l'autre. Vous voyez où je veux en venir? Non? Alors, allons-y. Sur les réseaux, les Africains de la diaspora, les Noirs, surtout la diaspora noire, ils soutiennent le Liban, ils soutiennent l'Iran, ils s'égosillent, ils s'étalent sur l'enlisement de la stratégie militaire israélo-américaine en Iran. Ils célèbrent peut-être la mort des soldats israéliens et américains. Ils pleurent, naturellement, les victimes libanaises et iraniennes. Mais il y a de quoi. Il y a vraiment de quoi. On a dit que les tragédies du monde nous concernent aussi. Mais il ne faut pas trop en faire, comme disent les Nigérians. C'est celui qui n'appartient pas à la famille qui pleure le plus quand il y a un décès. D'accord? Il y a quelque chose qui ne tient pas la route. Pour nous, toutes les morts inutiles sont à pleurer et elles sont à désapprouver. Ce qui nous intrigue avec ce qui se passe aujourd'hui, c'est l'empressement des Africains de la diaspora noire à défendre des causes qui ne sont pas les leurs. Quand on les écoute bien, ou à bien les écouter, ces Africains de cette diaspora dont on parle, ils sont devenus Libanais, ils sont devenus Irakiens, ils sont devenus Iraniens, ils sont devenus Vénézuéliens. Là, dans le cas, la crise récente, ils apportent leur soutien indéfectible à l'Iran. Dois-je rappeler quand même, l'Iran, c'est une autocratie. D'accord? C'est une autocratie qui n'hésite pas à mettre à mort des milliers de manifestants. Nous, les Africains noirs, nous avons développé depuis un moment un goût immodéré des dictatures. Les dictatures du Sud global, comme on l'appelle maintenant, c'est le mot à la mode. La Chine, la Corée du Nord, la Russie, l'Iran, la Biélorussie, toutes les dictatures sont devenues nos amis. Enfin, ces pays-là, la Chine, la Corée du Nord, la Russie, l'Iran, la Biélorussie, ils ne brillent pas par le respect des droits humains. Ils ne brillent pas par le respect de la liberté des gens. Non.
Alors, comment peut-on justifier ce soutien indéfectible qu'on leur apporte? Comment peut-on expliquer cet amour morbide qu'on porte à ces pays-là? Il y a quelque chose qui m'échappe. Donc, comment faisons-nous, nous les Africains noirs là, qui parlons beaucoup dans les réseaux, comment faisons-nous pour condamner les dictatures africaines, les mêmes dictatures qui nous ont poussés tous à l'exil, les mêmes dictatures qui ont tué nos parents, les mêmes dictatures qui... Comment peut-on condamner ces dictatures-là et trouver un certain charme dans les autocraties d'ailleurs que je viens de signaler, la Chine, la Russie, le Venezuela et tout le reste. On condamne là-bas et ici on devient les amis. Il y a quelque chose de tout à fait incohérent dedans. La guerre et ses nombreuses violations des droits est installée depuis de longues décennies chez nous, en Afrique subsaharienne. Depuis de longues décennies. Je ne sais pas, est-ce que ça ferait mal à qui que ce soit de dire, depuis les indépendances, on passe notre temps à nous entretuer. Mais, alors, est-ce qu'il ne serait pas légitime, plus légitime de faire écho à toutes ces guerres qui empêchent le développement de notre Afrique subsaharienne, de faire écho à ces guerres-là, de s'en indigner? Est-ce qu'il ne serait pas plus légitime de faire cela plutôt que d'aller mettre notre bouche dans les affaires du Moyen-Orient? C'est même quelle malédiction ça! Les Africains noirs, sauf exception, peut-être, ils ne sont pas iraniens. Les Africains noirs ne sont pas libanais. Ils savent tous, nous savons tous, comment d'ailleurs nos frères du Liban, mais pas tous, il ne faut pas généraliser, parce que les généralités, c'est de la bêtise quand même. Beaucoup de frères du Liban maltraitent nos propres frères là-bas en Afrique. Nous le savons. Nous l'avons tous vu. Les frères libanais, quand ils sont chez nous en Afrique, ont tendance à nous regarder, nous les Noirs, de très haut. Eh bien, il ne faut pas l'accepter. Oui, je sais, beaucoup d'entre eux sont africains parce qu'ils sont nés sur le sol africain. Pour moi, il n'y a pas de différence, oui. Un Libanais qui naît à Dakar, à Brazza, il est africain comme nous tous. Mais parfois, il montre des comportements assez répréhensibles, des comportements qu'on qualifierait de racistes, tout simplement. Pourquoi cela ne préoccupe pas ces Africains qui aboient au sujet de la guerre au Moyen-Orient? Pourquoi ça ne les préoccupe pas? D'accord? Tous ceux qui sont devenus cubains, qui sont devenus vénézuéliens, qui sont devenus iraniens, qui sont devenus libanais pour les besoins de la cause. Pourquoi ce deux poids, deux mesures? Pourquoi ce deux poids, deux mesures? Et d'ailleurs, il y a un angle mort dans toutes ces récriminations, dans tous ces cris et ces hurlements de loup. Il y a un angle mort. C'est la douleur ukrainienne. Pourquoi l'Ukraine est-elle absente de leurs indignations d'ailleurs? Je ne comprends pas. En Ukraine, on sait qui est l'agresseur, on sait qui est l'agressé. Mais voilà, la diaspora noire, si vocale, comme on dit dans les réseaux sociaux, la diaspora noire, c'est motus, bouche cousue. L'Ukraine, ne connaît pas. Pourquoi?
mystère et boule de gomme. Est-ce que les Ukrainiens seraient moins humains que les moyens orientaux? Mystère et boule de gomme. À nous, il nous paraît vraiment urgent. Il est urgent de revoir nos priorités. Il est urgent qu'on priorise nos contestations, nos combats. Les morts dans l'Est de la RDC, mais bon sang de bonsoir, les morts dans l'Est de la RDC, les viols dans l'Est de la RDC, les morts et les viols aussi au Darfour, dans le Soudan arabe là-bas. La guerre y est depuis 2023. On est en 2026, elle y est encore. 14 millions de déplacés. Et puis il y a la jeune république du Soudan du Sud, indépendance 2011 par là. Et depuis 2011, Riek Machar et l'autre Salva Kiir ont passé leur temps jusqu'à aujourd'hui à se faire la guerre. C'est-à-dire, la guerre a commencé en 2013 au Soudan du Sud. Nous sommes en 2026, nous y sommes encore. Mais vous savez quoi? Tous ceux qui font du bruit, blablabla, partout, ils n'en parlent pas. Ça ne les concerne pas. Pour quelle raison? Ça, c'est un mystère qu'il faut vraiment éclaircir. Alors, je continue, puisque tout va tellement bien sur notre continent qu'on a le droit d'aller s'occuper du Moyen-Orient. L'Éthiopie et le Tigré, en ce moment, sont en train d'amasser des troupes à leurs frontières. Cette guerre-là, d'accord, qui a commencé en 2020 entre l'Éthiopie et le Tigré, 2020. Elle s'est arrêtée en 2022 parce qu'on a signé un traité de paix en Afrique du Sud, blablabla. Cette guerre-là a fait 600 000 morts entre l'Éthiopie, le gouvernement fédéral d'Éthiopie, et les rebelles du Tigré. Qui en parle? Personne. Ben non, on parle du Moyen-Orient, on parle du Liban, on parle de l'Iran, on parle de tout, sauf ce qui est le plus proche de nous. Aïe! Est-ce que nous, les Africains noirs, là, on est maudits ou quoi? Maintenant, si l'arrière-pensée de mes frères africains de la diaspora noire, si leur arrière-pensée, c'est le combat contre Israël, si leur arrière-pensée, c'est le combat contre l'Occident, beaucoup d'entre eux parlent depuis l'Occident, naturellement. Je ne sais pas comment il faut appeler ça quand même. Ils parlent depuis l'Occident, pour la plupart. Si l'arrière-pensée, c'est le combat contre la France-Afrique, ce que je comprends, bien sûr. Si le bruit en question, c'était un combat contre l'impérialisme américain, je le conçois. Mais si c'est à travers cette focale-là, uniquement qu'ils font du bruit, alors nous avons totalement raté le coche. Nous avons, si c'est ce que ça, notre philosophie, l'arrière-pensée là-bas, ben nous avons 200 000 trains de retard. Il faut que nous apprenions à nettoyer devant notre porte pour que la parole que l'on sort devienne crédible ailleurs. Je n'ai pas droit sur la chanson de la chanteuse ivoirienne José. Dans l'une de ses chansons, elle dit juste ça. Vous allez me dire, oh là là, c'est superficiel, José. Non, c'est la vérité. Elle dit, c'est pas dans tous les sujets qu'il faut mettre sa bouche. Vous voyez?
Elle n'a pas besoin de faire des doctorats hein, pour le dire, ça. Ce n'est pas dans tous les sujets qu'il faut mettre sa bouche. En tout ce qui me concerne, dit-elle, en tout ce qui ne me concerne pas, dit-elle, je ferme mon cerveau. Ben voyez-vous, cette petite n'est pas plus bête que nous. Elle dit une chose simple, mais parce que la vérité, elle est simple. Mais seulement, elle pique. On ne veut pas la voir. Alors on va voir ailleurs. Alors on va faire du bruit sur les réseaux sociaux. Alors on va essayer d'aller condamner la France. Oui, tout ça, c'est des sujets importants. Mais la RDC, l'Est de la RDC, le Soudan, le Darfour, tout ça, c'est des sujets bien plus importants. Et c'est sur cela qu'on devrait commencer. Il faut prioriser nos combats. Sinon, mes chers frères, mes chères sœurs, nous sommes très, très mal barrés. À bon entendeur, salut. Ben, je vous demanderai de mettre vos commentaires en bas ici et aussi de vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Merci, à très bientôt.